Nous voici réunis donc pour ce webinaire sur le guide des données techniques où l'on va vous présenter les principales modifications de la version 4. Nous vous remercions de votre présence que je vais animer, pour ce webinaire que je vais animer donc en collaboration avec Cécile Clément-Faroud qui est donc à mes côtés. Bonjour à tous, je suis Cécile Clément-Faroud, je suis donc responsable du service formation au département prévention de la CARSAT Aquitaine. Je suis également référente sur les dispositifs amiante, échafaudage, CACES et CATEC qui peuvent peut-être vous concerner. Et pendant ce webinaire que nous avons ensemble, je vais modérer le chat, répondre à vos questions et sélectionner éventuellement des questions pour la fin de la séance. Voilà, merci beaucoup. Donc, quant à moi, je m'appelle Nicole Berthaumieux, je suis la chargée des habilitations à la CARSAT Aquitaine. Certains d'entre vous ont déjà eu affaire à moi dans le cadre des demandes ou des renouvellements d'habilitation. Et je suis également la référente du dispositif SST. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les principales modifications de la version 4 de ce guide qui est sorti en juillet 2022. Donc, c'est un guide qui est à destination des formateurs et des formateurs de SST. Il existe une version avec et une sans surlignage. Alors, je ne sais pas laquelle vous avez téléchargée et laquelle vous avez sous les yeux, mais en tout cas, la version avec surlignage vous permet de voir toutes les modifications qui ont été effectuées, je dirais, au mot près. Ces deux versions, donc avec et sans surlignage, se retrouvent sur le cloud SST, qui a remplacé donc le Quick Place depuis également le début de l'été. Et sur le cloud, vous retrouverez également un fascicule de 5 pages qui liste les principales modifications du guide. Donc les modifications entre le passage de la V3 de juin 2019, que vous aviez l'habitude d'utiliser, à la V4 de juillet 2022, qui nous réunit aujourd'hui. Alors une annexe qui regroupe les justifications devrait compléter ce guide. Elle était prévue pour la rentrée. Nous sommes en octobre, donc elle ne devrait plus tarder. La première chose à vraiment retenir de ce webinaire, c'est que les recommandations de ce guide sont d'application immédiate. La tolérance de l'INRS est acceptée jusqu'au 1er janvier 2023 au plus tard. Donc, il faudra tenir compte des modifications que l'on va vous présenter aujourd'hui le plus rapidement possible sur vos supports pédagogiques et vos formations. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler brièvement le contexte de mise à jour de cette nouvelle version. L'INRS, en effet, participe à des travaux qui sont menés par la Commission scientifique et technique du Conseil national de la protection civile. Cette commission examine en fait les recommandations internationales de deux organismes, l'ILCOR et le RC, pour les adapter aux particularités des secours français. Le guide qui nous réunit aujourd'hui est issu de l'ensemble de ces travaux et son contenu est conforme aux recommandations nationales de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, également de l'ERC, et qui est en fait le Conseil européen de la recherche, et de l'ILCOR, un comité sur lequel je vais vous donner quelques précisions. L'ILCOR, c'est un comité de liaison permanent entre cette association de secourisme dont vous voyez ici les logos. Le but de ce comité est d'assurer en fait une coordination en matière de technique et de protocole de réanimation. L'ILCOR compile les données mondiales des différentes sociétés savantes et il émet également des préconisations qui sont éditées dans des guidelines qui sont elles-mêmes mises à jour tous les 5 ans. Ces guidelines sont reprises par le Conseil européen de la recherche, l'ERC, pour les adapter aux structures médicales et paramédicales européennes, et également émettre ses propres recommandations.
Avant de détailler les principales modifications de la version 4 du guide, apportons quelques remarques générales sur le guide. Le guide correspond au référentiel PSC1, Prévention et secours civils de niveau 1, tout en tenant compte des spécificités du SST qui seront identifiées par un astérisque dans le guide. On peut prendre par exemple la présence de gants à usage unique dans les trousses de secours, qui est une recommandation de l'INRS depuis 2012. Pour simplifier et harmoniser les consignes, on va désormais utiliser faire alerter ou alerter les secours tout court. On ne rajoute plus la mention médicalisé ou spécialisé. Auparavant, c'est ce que vous préconisiez donc au SST d'appeler les secours médicalisés ou secours spécialisés. Ce n'est plus le cas dorénavant. Dans cette version 4 également apparaît la notion de chaleur. On retrouve cette notion dans l'action surveillance, comme par exemple protéger la victime contre la chaleur, le froid et ou les intempéries, en page 23 de l'action secourir 1. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, puisque la chaleur apparaît désormais régulièrement tout au fil du guide. Dans la version PDF du guide, donc celle qui est présente dans le cloud SST, sont listés les tableaux des techniques détaillées qui sont désormais cliquables pour pouvoir accéder au tableau complet. Enfin, ce nouveau guide intègre des consignes Covid pour pouvoir porter secours en période d'épidémie. Par exemple, on peut prendre donc l'exemple en page 20 dans Faire alerter ou alerter. Alors, pour ce webinaire, nous allons aborder les principales modifications et les principales nouveautés en suivant les 4 grandes actions que vous connaissez, à savoir protéger, examiner, faire alerter ou alerter et secourir. Alors, pour le détail, je vous invite à consulter la version surlignée où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'ensemble des modifications au mot près. Passons tout de suite à l'action protéger. Alors, dans cette action, la nouveauté, vous la retrouvez en page 8, c'est l'ajout du système FR Alert. C'est en fait un nouveau système d'alerte que vous connaissez très certainement, qui est intégré dans tous les téléphones portables depuis juin. Il est complémentaire au système d'alerte existant et il permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable. Alors, pour que ça fonctionne bien, il est nécessaire de vérifier si le paramétrage de son téléphone est bien réglé pour pouvoir recevoir en fait les notifications. Alors, il y a plusieurs types de notifications, menaces extrêmes, menaces graves, alerte enlèvement, et il y a également des messages de sécurité publique ou d'alerte d'urgence concernant un exercice. Alors, voici le mode opératoire pour un téléphone Android. Donc, il faut aller dans vos paramètres et ensuite rechercher. Oui, vous allez également dans rechercher et vous allez saisir alerte. Là, le moteur de recherche va vous proposer alerte d'urgence sans fil. Alors, en cliquant dessus, vous pouvez avoir plusieurs écrans successifs qui s'affichent. Donc, chaque fois, vous cliquerez sur alerte d'urgence sans fil, pour pouvoir donc arriver à cet écran final qui vous permet d'activer en on toutes les notifications que vous souhaitez recevoir. Donc, si vous activez cette notification principale, automatiquement, toutes les typologies de notifications sont activées en on et vous êtes sûr de ne rater aucune notification. Donc, ça, c'est la vérification du paramétrage sur les téléphones Android et vous avez donc la même chose pour les téléphones iPhone. Passons à l'action examiner. Alors là, je vous invite à prendre la page 16 parce que dans la page 16 a été rajouté un paragraphe complet que vous retrouvez dans le cadre remarques.
Ce paragraphe est le suivant. Ce contrôle de la respiration doit être maintenu pendant une durée de 10 secondes au plus pour permettre de déceler des signes éventuels de respiration. Dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la victime peut présenter une respiration anormale avec des mouvements respiratoires lents, bruyants, difficiles et inefficaces, respiration agonique ou gasp. En l'absence de respiration, ou si la respiration est anormale, il faut débuter une RCP. Il en est de même si le SST a le moindre doute. Alors, on notera dans ce paragraphe l'utilisation de la même terminologie que pour le PSC1, à savoir l'ajout de respiration agonique. Pour comprendre l'intérêt de l'ajout du paragraphe entier que nous venons de voir précédemment, il est nécessaire de faire un petit focus sur la respiration agonique. En effet, la respiration agonique est observée chez environ 50% des victimes d'un arrêt cardiaque. Et cette respiration agonique indique la présence d'un maintien de la fonction cérébrale. Elle est associée à une meilleure évolution de la victime si celle-ci est réanimée rapidement. Or, la respiration agonique est souvent interprétée à tort par les sauveteurs comme un signe de vie, ce qui entraîne une diminution du taux de survie, puisque l'interprétation erronée de la respiration agonique comme un signe de vie peut inciter les sauveteurs à placer par erreur les victimes d'un accident cérébral en PLS au lieu de débuter la réanimation cardio-pulmonaire. D'où l'ajout du paragraphe page 16 pour reconnaître la respiration agonique qui permet la réalisation d'une réanimation cardio-pulmonaire et d'une défibrillation précoce. Passons à l'action secourir 1, c'est l'action dans le cas de la victime qui saigne abondamment. En premier lieu, la définition du saignement abondant a été ajoutée en page 23. Elle est la suivante. Je vous la lis. Un saignement abondant externe ou hémorragie externe est une perte de sang prolongée qui provient d'une plaie ou d'un orifice naturel et qui ne s'arrête pas spontanément. Elle imbibe de sang, un mouchoir en tissu ou en papier, en quelques secondes. Deuxième point de cette action, désormais, on ne parle plus de compression directe, mais de compression manuelle. Il est également précisé que le pansement compressif peut être utilisé pour remplacer la compression manuelle seulement si elle a permis d'arrêter le saignement. Et deux cas alors sont envisagés dans le cadre de l'utilisation justement de ce pansement compressif. Le saignement qui reprend, dans ce cas-là, on effectue une compression manuelle sur le pansement compressif et le saignement qui se poursuit, dans ce cas-là, on met en place un garrot. Il a été rajouté également en page 25 que le pansement ne doit jamais être retiré sans un avis médical. Le pansement compressif peut se réaliser avec une épaisseur de tissu propre ou alors un coussin hémostatique si on en a un. J'attire votre attention en bas de la page 25, dans le cadre Nota Bene. En effet, il est préconisé de se protéger avec des gants à usage unique ou en utilisant un sac en plastique propre. Aujourd'hui, l'usage de gants de travail non souillés n'est plus recommandé, comme c'était le cas dans la version 3. Alors pourquoi, vous vous demandez pourquoi ces précisions concernant le cas d'une victime qui saigne abondamment? En fait, il convient de rappeler l'importance du contrôle immédiat d'une hémorragie, car en effet, l'exsanguination peut se produire en 5 minutes seulement. Et au niveau des statistiques, les hémorragies non contrôlées sont la première cause de décès pour 35% des victimes de traumatisme. Dans l'action secourir 2, c'est le cas de la victime qui s'étouffe. Alors désormais, on utilisera la terminologie
obstruction brutale des voies aériennes, OBVA. Le descriptif a complètement été réécrit pour proposer 2 paragraphes que vous retrouvez en pages 28 et 29. Un paragraphe dans le cas où la victime présente une obstruction complète des voies aériennes et un autre paragraphe dans le cas où la victime présente une obstruction partielle des voies aériennes. Pour utiliser la même terminologie que le référentiel PSC1, donc obstruction grave est remplacée désormais par obstruction complète et les mots TAP sont remplacés, lorsqu'on faisait Heimlich, sont remplacés par claque. De plus, dans la version précédente, la V3, on disait que la victime qui s'étouffait portait automatiquement les mains à sa gorge. Or, ce n'est pas le signe d'une obstruction complète. La phrase a donc été supprimée et a été remplacée par « devient rapidement bleu ». Action secourir 3, le cas de la victime qui se plaint d'un malaise. En page 35, vous avez l'ajout d'un nouveau paragraphe, le paragraphe C, sur les signes pouvant orienter le médecin vers une maladie infectieuse, à savoir une fièvre supérieure à 37,8, une sensation de fièvre et des frissons, des sueurs abondantes, des courbatures, une sensation de fatigue intense. Le paragraphe concernant les malaises provoqués par la chaleur a quant à lui été également réécrit et des actions ont été ajoutées. Les voici. Si possible, mesurer la température de la victime pour la transmettre au secours, rafraîchir la victime, à savoir asperger la victime d'eau froide, utiliser un brumisateur ou l'envelopper de linge imbibé d'eau froide, la placer sous le courant d'air d'un ventilateur et placer des sacs de glace recouverts d'un linge sous les aisselles, au niveau de l'aine ou du cou. Un nouveau paragraphe apparaît également dans la version 4 du guide des données techniques et conduite à tenir. Il s'agit d'un paragraphe sur la prévention des malaises vagaux que vous trouverez en page 37. Alors, pourquoi cette nouveauté? Parce que les blessures consécutives aux chutes associées à la survenue d'une syncope peuvent être graves, telles que fractures, hémorragie intracrânienne, lésions des organes internes et neurologiques. Or, des manœuvres physiques de contre-pression, qu'on va appeler MCP dans notre webinaire, peuvent réduire la syncope si elles sont appliquées dans la phase pré-syncopale. Donc, il y a désormais 3 manœuvres qui sont intégrées dans le guide pour s'aligner également avec le référentiel PSC1. Je vais vous présenter les 3 manœuvres. La première, il s'agit de l'accroupissement. L'accroupissement, si la victime est en position debout. Cette technique, en fait, peut être un préalable à la mise en position allongée. Alors, comment la victime va réaliser cette manœuvre? En se plaçant en position accroupie et en baissant la tête, comme pour la mettre entre les 2 genoux. Une deuxième manœuvre qui est décrite dans le guide, il s'agit du croisement des membres inférieurs. Croiser les membres inférieurs, contracter les muscles en essayant de tendre les jambes, serrer les fesses et contracter la ceinture abdominale. Enfin, dernière manœuvre, le crochetage des doigts et la tension des muscles des membres supérieurs. Comment la réaliser? Il suffit d'agripper les 2 mains par les doigts en crochet, d'écarter les coudes de la poitrine au maximum et contracter les 2 membres supérieurs en tirant comme pour essayer de séparer les 2 mains. Alors, les manœuvres sont décrites dans le guide dans l'ordre où je viens de vous les présenter. Mais si vous vous référez à l'annotation tout à fait en bas de la page 37, cette annotation dit que le croisement des membres inférieurs a une efficacité supérieure à la prise de main et à la tension des bras. Alors, ce qui veut dire que dans vos formations, il faudrait préconiser au SST
de proposer en premier lieu le croisement des membres inférieurs, donc celle qui est en position debout, ou l'accroupissement, ou le crochetage des doigts. En fait, il s'agit de faire une seule manœuvre, la plus appropriée en fonction de la situation, et c'est à la victime, bien sûr, de réaliser elle-même cette manœuvre. Donc, si elle ne connaît pas, si la victime ne connaît pas la manœuvre, c'est au SST de lui expliquer comment la réaliser. Alors là, ça demande à être relu à tête reposée, je vous l'accorde. Action secourir 4 dans le cas de la victime qui se plaint de brûlure. La nouveauté dans cette action réside dans l'introduction de la définition des brûlures simples et graves que vous retrouvez en page 39. Il y a aussi la réécriture du paragraphe qui concerne les brûlures chimiques que l'on verra dans la slide numéro 30. Alors, le paragraphe définition est le suivant. La brûlure est une lésion de la peau, des voies aériennes ou digestives. Elle est qualifiée de brûlure simple lorsqu'il s'agit de rougeur de la peau chez l'adulte ou d'une cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime. Et on qualifie de brûlure grave dès lors que l'on est en présence d'une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime, d'une destruction plus profonde, aspect blanchâtre ou noirâtre, parfois indolore, associée souvent à des cloques et à une rougeur plus ou moins étendue, d'une brûlure dont la localisation est sur le visage, le cou, les mains, les articulations ou au voisinage des orifices naturels, d'une rougeur étendue de la peau, un coup de soleil généralisé par exemple chez l'enfant, d'une brûlure d'origine chimique, électrique ou radiologique. Le paragraphe brûlure thermique, toujours en page 39, qui existait déjà, a été complété avec l'ajout des points 2, 3 et 5. Alors, le point 2, il s'agit de retirer les vêtements et les bijoux sur ou près de la peau brûlée de la victime sans ôter ceux qui adhèrent à la peau. Le point 3 qui a été rajouté, c'est évaluer la gravité de la brûlure. Et le point 5, face à une brûlure simple, poursuivre le refroidissement jusqu'à disparition de la douleur, protéger la brûlure avec un pansement stérile ou un film plastique non adhésif qui maintient l'humidité et épouse facilement la zone brûlée, et demander un avis médical ou d'un autre professionnel de santé pour vérifier la validité de la vaccination antitétanique s'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson, et en cas d'apparition dans les jours qui suivent de fièvre, d'une zone chaude, rouge, gonflée ou douloureuse. Alors, on notera également dans le point 4 l'ajout de confortablement. Alors, attendez, je vais vous le trouver. Confortablement, allonger confortablement le brûlé. La chaleur également qui a été rajoutée. Et également, si possible. Nous voici donc au paragraphe qui concerne les brûlures chimiques que vous trouverez en page 40 du guide. Ce paragraphe a été complètement réécrit puisque vous avez donc l'ajout du point 2 que je ne vais pas lire, je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Mais en fait, ce point 2 du paragraphe correspond à la reprise des conduites à tenir en cas d'accident d'origine chimique du dossier web de l'INRS sur les risques chimiques. Donc, Cécile va vous mettre le lien pour ceux qui ne le connaissent pas, ce dossier, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, en prendre connaissance et comprendre pourquoi ce point 2 a été rajouté dans ce paragraphe. Dans le cadre nota bene, toujours de la page 40, vous avez l'apparition désormais des fiches de données de sécurité du produit.
La mention apparaît bien désormais dans le guide. En l'action Secourir 5, c'est le cas de la victime qui se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements. Il n'y a pas de grande nouveauté dans cette action, si ce n'est la réécriture du paragraphe de la victime qui présente une douleur du cou ou à la suite d'un traumatisme, suspicion de traumatisme du rachis cervical, en page 45. Désormais, on ne dit plus conseiller fermement, mais demander. Idem, on ne dit plus faire aucun mouvement et en particulier ne pas bouger la tête, mais ne pas bouger la tête. Il y a eu des ajouts, la phrase la prévenir de ce que l'on va faire et également, on le revoit, contre la chaleur. Action Secourir 6, dans le cas de la victime qui se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment. Alors, en page 50, dans le paragraphe de la victime qui présente une plaie grave, il a été rajouté arrêter l'hémorragie si nécessaire dans le cas d'un membre sectionné. Rien de plus pour cette action. Action Secourir 7, la victime ne répond pas, mais elle respire. Alors là, par contre, il s'agit de l'une des grandes modifications de cette nouvelle version du guide des données techniques et conduite à tenir. En effet, la position latérale de sécurité n'est plus systématique. Dans cette action Secourir 7, il faut retenir la chose importante, c'est que la respiration prime sur le traumatisme. Le descriptif de cette action, en page 54, a été réécrit pour faire apparaître désormais deux cas. Lorsqu'on est en présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire à la suite d'un événement non traumatique, et le cas où nous sommes en présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire à la suite d'un événement traumatique ou d'un événement dont on ne connaît pas l'origine. Dans le premier cas, donc notre slide à la suite d'un événement non traumatique, il s'agit en fait d'un complément. Le paragraphe, il y a eu des ajouts sur la surveillance de la respiration. En gras, vous avez donc les ajouts dans le paragraphe qui existaient déjà. Alors l'ajout, c'est le point 4, surveiller en permanence la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Pour cela, regardez si le ventre et la poitrine se soulèvent, écouter d'éventuels sons provoqués par la respiration, sentir avec le plat de la main le soulèvement du thorax. Et si la victime reprend connaissance, lui parler régulièrement et la rassurer. La nouveauté donc de l'action 7 concerne le cas d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire à la suite d'un événement traumatique ou d'un événement dont on ne connaît pas l'origine. Et vous retrouvez donc ce paragraphe en page 54. Alors, il faut retenir dans ce cas-là que la PLS n'est pas systématique, sauf si les secours, bien sûr, la demandent. Alors, pourquoi ? Parce qu'il arrivait que des secouristes ne surveillaient pas assez les victimes qu'ils avaient mises en PLS, ce qui pouvait aboutir à un arrêt cardiaque. On a abordé d'ailleurs ce sujet en début de webinaire. On laisse donc la victime sur le dos pour surveiller la respiration. Voici ce nouveau paragraphe de l'action 7. En présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire à la suite d'un événement traumatique ou d'un événement dont on ne connaît pas l'origine, laissez la victime sur le dos, assurer la liberté des voies aériennes en maintenant la bascule de la tête, faire alerter ou alerter les secours, respecter leurs consignes, protéger la victime contre la chaleur, le froid et ou les intempéries, surveiller en permanence la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Pour cela, regardez si le ventre et la poitrine se soulèvent, écoutez d'éventuels sons provoqués par la respiration, sentir un éventuel flux d'air à l'expiration,
si elle reprend connaissance, lui parler régulièrement et la rassurer. Si la victime vomit ou régurgite, la mettre sur le côté en maintenant si possible l'axe tête, cou, tronc et en demandant de l'aide à la victime le cas échéant. Dans tous les cas, si la respiration de la victime s'arrête ou devient anormale, il convient d'adopter la conduite à tenir face à un arrêt cardiaque et de prévenir les secours. Enfin, pour en terminer avec les modifications de l'action Secourir 7, notons que dans la rubrique donc cas particulier que vous retrouvez en page 55, a été rajoutée donc la conduite à tenir liée à une période d'épidémie. Action Secourir 8, la victime ne répond pas et ne respire pas. Des nouveaux paragraphes ont été rajoutés à cette action. En premier lieu, en page 59, c'est un ajout qui concerne l'enfant et le nourrisson. Chez l'enfant et le nourrisson, en l'absence de respiration ou si la respiration est anormale, la conduite à tenir est la même que chez l'adulte, mais il convient de débuter la RCP par 5 insufflations initiales avant de poursuivre par les compressions thoraciques. Associer ensuite les compressions thoraciques aux insufflations selon un cycle comprenant 15 compressions et 2 insufflations. Toujours page 60, le cas d'une victime à forte poitrine est désormais prévu. Si la victime présente une forte poitrine, positionnez l'électrode gauche latéralement sous le sein gauche et évitez autant que possible de la poser directement sur le sein. Toujours page 60, nous avons désormais le cas d'une victime qui se trouve en zone ATEX, donc atmosphère explosive. Si la victime est en zone ATEX, atmosphère explosive, à l'heure actuelle où a été écrit le guide en 2022, il n'y a pas de DAE, de défibrillateur, pouvant être mis à disposition ou utilisé en zone ATEX. Donc, le SST débute les compressions thoraciques et les insufflations. Et en fonction des consignes d'organisation des secours de l'entreprise, il déplace la victime vers une zone hors ATEX pour pouvoir utiliser le DAE. Un dernier paragraphe assez conséquent sur la conduite à tenir en période d'épidémie telle que la Covid-19 a été rajouté en page 61. Donc, c'est un paragraphe conséquent. En période d'épidémie telle que la Covid-19, adapter la conduite à tenir. Se protéger en respectant les consignes sanitaires nationales, les consignes de secours applicables dans l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, les recommandations spécifiques de l'INRS. Apprécier la respiration de la victime en regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent, ne pas procéder à la bascule de la tête de la victime en arrière, ne pas tenter de lui ouvrir la bouche, ne pas se pencher au-dessus de la face de la victime et ne pas mettre son oreille et sa joue au-dessus de la bouche et du nez de la victime. Ne pas faire de bouche à bouche et effectuer seulement des compressions thoraciques, se tenir au pied de la victime lors de l'administration du choc, si possible, placer un tissu, une serviette ou un masque sur la bouche et le nez de la victime avant de procéder aux compressions thoraciques et à la défibrillation. En fin d'intervention, se laver soigneusement les mains, dès que possible, à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, appliquer les consignes sanitaires nationales et les consignes de secours applicables dans l'entreprise. Je veux aussi attirer votre attention, toujours sur cette page 61, dans le cadre Nota Bene. En effet, donc il existe des applications pour téléphone qui permettent de localiser un ou les défibrillateurs. Il est donc recommandé au SST d'avoir accès, si possible, à l'une de ces applications sur son téléphone. Donc, il y en a une, par exemple, Staying Alive.
Enfin, en page 62, 63, 64 et 65, vous avez donc les tableaux et les titres des tableaux ont été reformulés pour être beaucoup plus explicites dans leur intitulé et que vous puissiez vous référer très rapidement à celui qui vous intéresse le plus. Alors, nous arrivons au terme de cette présentation. Je ne sais pas si, en tout cas, Cécile a répondu, je l'ai vu, aux questions qui ont été posées tout au long de ce webinaire. Donc, je ne sais pas, vous pouvez continuer bien sûr à en poser parce qu'on n'a pas tout à fait terminé le webinaire. Je ne sais pas si elle doit m'en poser directement. Alors, merci beaucoup d'avoir justement réagi sur le chat. Alors, vous avez parfois des questions très précises hein, sur la définition de la brûlure, voilà, la définition de la brûlure grave, de la brûlure par ingestion. Alors, merci beaucoup. On a noté ces questions-là. On reviendra par contre vers vous pour ces questions-là ultérieurement. Par contre, vous êtes plusieurs à avoir réagi sur le fait que ces modifications dans les données techniques entraînent également des modifications sur d'autres choses, sur les pictogrammes par exemple, ou sur le contenu de la trousse de secours. Alors là, je pense que Nicole peut confirmer que l'INRS fait progresser aussi les autres documents en lien avec ces nouvelles recommandations. Tout à fait. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de préconisation dans la modification des trousses de secours. En tout cas, on ne nous en a pas parlé. Au niveau des pictogrammes, c'est vrai que le plan d'intervention, on a demandé confirmation hier à l'INRS. Il n'est pas prévu de faire évoluer, en tout cas, les pictogrammes dans le sens de cette nouvelle version de ce guide. Par contre, il y a, alors je devais vous en parler plus tard, mais je vais en parler tout de suite, l'aide-mémoire que vous connaissez bien sûr sous la référence ED 4085 et que vous remettez à l'ensemble de vos stagiaires à la fin de chaque session. Alors, une nouvelle version sera disponible, bien sûr, pour tenir compte des évolutions du guide. On n'a pas de date précise, on va dire d'ici quelques semaines. Elle sera bien sûr conforme à la version 4 du guide des données techniques que nous venons de vous présenter. Mais en attendant, l'INRS vous autorise à utiliser les aides-mémoires que vous avez en stock jusqu'à la fin de l'année. Alors, en prenant soin, bien sûr, lorsque vous remettez cette aide-mémoire à vos stagiaires, de leur expliquer que cette aide-mémoire n'est pas totalement à jour et d'attirer leur attention sur les points qui ont changé. Vous avez donc jusqu'à la fin de l'année, on va dire, pour utiliser les aides-mémoires que vous avez en stock. Et ensuite, bien sûr, il faudra utiliser la nouvelle version qui va sortir très prochainement. Et lorsque ça sortira, nous vous tiendrons au courant. Hein. Nous tenons notamment des flash infos hein, que nous envoyons à l'ensemble des organismes de formation qui vous permettront d'être au courant de la sortie de ces nouveaux outils NRS en lien avec ces modifications. Alors, on a aussi des réactions sur la durée de la formation. Finalement, ces modifications entraînent des nuances hein, dans le choix des situations, dans le choix suite à l'examen. Ça rajoute finalement beaucoup plus d'informations à transmettre sur la partie secourisme. Est-ce qu'il est prévu d'augmenter la durée des formations de 2 jours ou est-il prévu de réduire la partie prévention pour donner plus de temps pour la partie secourisme? Alors, je dirais, c'est une bonne question que l'on pourra faire remonter, bien évidemment, à l'INRS, mais à l'heure actuelle, il n'est pas prévu, ou alors on ne le sait pas, mais en tout cas, il n'est pas prévu d'augmenter la durée des sessions de formation initiale et de MAC également. Il faudra adapter, je dirais, le contenu de vos formations et vos déroulés pédagogiques en tenant compte de ces évolutions, mais sans qu'on vous donne du temps supplémentaire pour pouvoir aborder ces changements lors de vos formations. Et on en profite pour dire que la partie prévention est tout aussi importante que la partie secourisme. Il ne faut pas justement supprimer cette partie prévention, hein, c'est ce qu'on peut détecter notamment lors de nos contrôles, parce que l'objectif de l'acteur SST, hein, ce n'est pas que de porter secours, c'est aussi d'être acteur de la prévention dans son entreprise. Donc effectivement, pour l'instant, pas de modification du temps de la formation. Alors peut-être une dernière question avant de vous parler de l'évaluation.
Plusieurs de nos auditeurs se sont posé la question sur le retour opérationnel de ces techniques. D'où viennent ces modifications? Est-ce qu'on a un retour pour ces différentes techniques en termes d'efficacité, de taux de survie, par exemple? Non, alors je n'ai pas en tout cas des informations aussi précises à donner. Par contre, alors les manœuvres de contre-pression, c'est tout simplement pour s'adapter au PSC1 et avoir à peu près, on va dire, le même référentiel. Ensuite, pour tout ce qui est modification liée à la PLS, à la conduite liée et à la mise en position en PLS, ben, ce sont simplement enfin simplement, c'est grâce, je dirais, aux analyses et aux retours d'expérience donc de tous les comités qu'on a vus au tout début, l'ILCOR. C'est à partir de ça que l'INRS se nourrit des expériences dans les pays au niveau mondial. C'est des retours d'expérience au niveau mondial pour faire évoluer notre guide, le PSC1, et notre guide des données techniques. Bon, et peut-être une dernière question sur le Covid. Donc, on voit que les règles techniques ont fait intégrer le fait que si on est en période de pandémie, il y a ces recommandations-là. Actuellement, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est toujours, du coup, dans cette application des règles Covid pour le secourisme? Alors, je dirais non, non, non. Le guide a prévu justement d'intégrer des recommandations en cas d'épidémie pour prévoir le futur et qu'on ne soit pas déstabilisé si ça se reproduisait, ce que je ne souhaite pas. Actuellement, nous n'avons pas de consignes particulières. Toutes les consignes ont été levées. Vous pouvez donc de nouveau faire vos formations comme vous les faisiez avant malheureusement le Covid-19. En tout cas, oui, on fait suivre vos remarques, hein, Monsieur Vière, à l'INRS, hein, on les a évidemment notées. Je note aussi une dernière réaction sur le retour d'expérience de ces nouvelles techniques. Monsieur Hugo, qui semble travailler au SDIS, nous dit qu'effectivement, il y a un retour d'expérience de ces techniques, notamment dans les centres de formation des pompiers donc, du SDIS. Voilà, on en arrive. Alors, je vous rappelle juste ce que j'ai dit au début du webinaire, c'est qu'il faut avoir intégré ces modifications dès que possible et en tout état de cause avant la fin de l'année. Et on souhaite, en tout cas, c'était le but de ce webinaire, que vous puissiez vous approprier rapidement donc, ce guide. On va vous demander, si vous avez votre petit lecteur QR code, de scanner donc, le petit QR code pour compléter le questionnaire d'évaluation. Peut-être que Cécile, tu peux mettre le lien ou non? Voilà, donc on vient de vous mettre le lien vers le Google Form dans le chat pour vous inviter à répondre, enfin, à évaluer ce que notre séquence du jour et éventuellement à proposer des nouvelles idées hein, des séquences d'animation. Si, on va faire la promo de notre prochain webinaire parce que je vois qu'il y a une question sur les renouvellements d'habilitation. Donc, en fait, on vous proposera un webinaire alors je crois que c'est un mardi, le 8 novembre, ça c'est sûr. Je ne suis pas sûre que ce soit un mardi, mais c'est le 8 novembre, ça c'est sûr, à 13 h. Et on vous présentera donc FortPrev 2, les évolutions. J'en profite aussi pour vous dire que sur la page d'accueil de FortPrev, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a une petite vidéo qui fait moins de 10 minutes et qui présente donc la démultiplication et les évolutions de l'outil FortPrev. Elle est d'une grande richesse en termes d'informations et je vous invite, donc si vous avez 10 minutes, à visionner cette petite vidéo. En tout cas, le lien d'inscription pour le webinaire de FortPrev 2 devrait partir la semaine prochaine. Donc, voilà, vous pouvez bloquer votre 13h, 14h, puisqu'on a essayé de trouver un créneau où, ben, malheureusement, peut-être ça vous fera sauter la pause déjeuner, mais en tout cas, on vous espère très nombreux pour ce webinaire. Alors pour les renouvellements, on en parlera lors du prochain webinaire. Là, en tout cas, c'est vrai que FortPrev, les renouvellements sont bloqués donc depuis mi-juillet 2022. Et ceux qui avaient la date d'échéance
prévus donc entre juillet et décembre 2022 ont vu leur habilitation donc prolongée en fonction de la date d'échéance de 3 ou 6 mois. Donc vous aurez le temps, si votre habilitation arrivait à échéance en fin d'année 2022, vous aurez le temps de faire votre renouvellement en tout début 2023, puisque l'INRS a dû prolonger votre habilitation de 3 ou 6 mois. Je vous remercie. Je laisse le mot de la fin à Cécile. Écoutez, en mot de la fin, je tenais à vous remercier d'être présent. Vous étiez pratiquement 70 présents, donc c'est un bon score par rapport à la population des formateurs SST. Donc à la CARSAT Aquitaine, nous gérons les organismes de formation habilités du réseau CARSAT INRS. Ça représente à peu près 400 entités. Alors le SST est évidemment le plus gros des morceaux, mais nous gérons également les PRAP, les dispositifs amiantes, échafaudage, sectoriel, animateur prévention, secteur médico-social. Et depuis quelques années, depuis assez récemment, nous avons également des missions d'animation du réseau, également de contrôle du réseau des organismes de formation. Donc, ce type de webinaire prend tout son sens dans cette fonction d'animation du réseau. Et c'est pour ça qu'on vous remercie de bien remplir le questionnaire pour nous donner aussi des idées de futures animations, de futurs sujets qui pourraient vous intéresser dans le cadre de ces animations de réseau. Voilà, donc j'en profite pour dire, voilà, on a noté vos questions, on pourra répondre plus tard à tête reposée pour ne pas, voilà, pour proposer une bonne réponse, la réponse la plus juste possible. Et si vous avez besoin d'attestation de présence, notre collègue Olivia vous a mis un lien vers notre adresse mail pour ensuite pouvoir vous envoyer quelque chose. Parce qu'évidemment, là, nous n'avons pas vos mails, tous vos coordonnées qui s'affichent sur la liste des participants. Très bien. Donc, il est bientôt midi. Nous avons respecté le temps. Il nous restera du coup à vous remercier pour votre présence et votre participation, en espérant vous voir pour nos prochains webinaires ou événements en présentiel. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.